Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Nous en sommes déjà à notre troisième saison, et cette troisième saison est consacrée à des personnages de la Nouvelle-France. Ce soir, il sera question d'une femme remarquable. Lorsqu'on pense aux femmes de la Nouvelle-France, on pense toujours aux mêmes. On pense aux filles du roi, évidemment. On avait consacré une émission aux filles du roi. On pense aux mystiques, aux religieuses, aux dévotes, qui venaient en Nouvelle-France pour convertir les païens, pour convertir les autochtones à la foi, au christianisme. On pense plus rarement à ces laïcs qui se sont distingués dans certains domaines réservés aux hommes, comme celui, par exemple, du commerce. Ces destins singuliers sont un peu disparus de notre mémoire collective, on les a oubliés, ils ont laissé peu de traces. Eh bien, c'est justement pour parler de ce genre de femmes que nous avons décidé de consacrer notre entretien de ce soir à Agathe de Saint-Père. Agathe de Saint-Père est née en 1657. C'est l'une des premières générations de Montréalaises. Et elle meurt à Québec en 1748. Les parents d'Agathe de Saint-Père sont arrivés avec les premiers montréalistes, Jeanne Mance, Paul Chomédé de Maisonneuve. Ils se sont mariés en 1651. L'année de la naissance d'Agathe de Saint-Père, 1657, malheureusement, elle perd son père, qui est assassiné par des Iroquois, comme ça arrivait régulièrement à l'époque. Et donc, elle a quelques mois, elle est déjà orpheline de père. Mais sa mère, qui est très jeune, va se remarier. Et donc, étonnamment, Agathe de Saint-Père va grandir dans une famille recomposée. Elle sera entourée de demi-sœurs et de demi-frères. Elle sera l'aînée, l'une des aînées de la famille. Et donc, on peut penser que le fait qu'elle était comme ça, l'aînée de la famille, l'a rendue plus débrouillarde. Toujours est-il qu'elle se distingue rapidement dans le domaine du commerce. En 1680, elle est marchande équipeur pour des coureurs des bois qui viennent justement à Montréal pour se ravitailler avant de partir pour des longs mois de voyage, pour aller quérir des fourrures un peu partout en Amérique du Nord. Elle se marie en 1685, à 28 ans, donc plus âgée que la moyenne. Elle se marie avec un homme un peu fantasque, on va en reparler avec notre invité. Mais ce mariage ne l'empêche pas de poursuivre ses activités de commerçante dans différents secteurs, textiles. On pense même qu'elle aurait été l'une des premières à commercialiser le sucre d'érable. Nous allons vérifier si cette information est exacte. Donc, cette femme, au destin exceptionnel, nous allons lui consacrer notre entretien avec une femme qui est aussi exceptionnelle, pour sa génération en tout cas. Cette femme est avocate, elle a été administratrice de société, membre de plus de 40 conseils d'administration. Elle a été membre fondateur de la Fédération des femmes du Québec et du Fonds de solidarité de la FTQ. Elle est aussi biographe. Elle a consacré à Thérèse Casgrain la dernière biographie. Nous l'avions d'ailleurs reçue pour nous en parler. Et si nous l'avons invitée ce soir, c'est parce qu'elle prépare en ce moment une biographie d'Agathe de Saint-Père. Donc, elle est tout à fait bien placée pour nous en parler. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Mme Nicole Forget. Bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors, Mme Forget, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes la première de nos invités qui vient pour la deuxième fois. On vous avait reçu donc pour parler de Thérèse Casgrain. Vous avez publié 3 biographies sur des grandes personnalités, des grandes femmes du 20e siècle. Alors là, vous avez changé complètement d'époque, vous êtes retourné aux origines de Montréal. Ça devait être assez dépaysant. C'était dépaysant, mais on ne sait pas dans quoi on s'embarque au départ. Enfin, vous faites des recherches aussi comme écrivain. Bon, il y a quelque chose qui vous apparaît emballant, et puis vous pensez que vous allez trouver beaucoup d'informations, mais il faut jouer au détective et il faut être bien patient puis bien tenace. Il y a peu de sources précises, connues,
Il n'y a pas de journaux publiés là, en Nouvelle-France, ça prend le régime anglais, moi, qu'il y a quelque chose qui ressemble. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à Ville-Marie et qui vont écrire en France à la parenté. Là. Il y a les intendants qui écrivent, les gouverneurs, et on prête à Agathe certaines lettres au ministre de la Marine, qui est responsable des colonies, de temps en temps, mais c'est envoyé par l'intendant de l'époque aussi. Il faut se fier à ce que d'autres chercheurs avant ont écrit à partir des sources qui, elles, sont certaines, c'est les contrats. Les notaires, ce pas des notaires comme aujourd'hui, là, ce pas des notaires patentés, si j'ose dire. Au début, c'est un peu n'importe qui est notaire, même si le père d'Agathe, on le dit notaire royal, Jean de Saint-Père. Il ne faisait pas ça dans la vie ailleurs avant, pas plus que dans Berclos, qui a été aussi un peu notaire. Bon, ils font des papiers, puis les parties signent, mais ça, on a les originaux la plupart du temps. C'est des contrats. C'est pas on ne se livre pas ses non. états d'âme, ou non. On ne raconte pas sa vie personnelle. Mais dans les testaments, parfois, il y a une partie de ça. Ouais. Dans les procès. Oui. Et alors là, c'est assez intéressant ça, quand plus on intéressant. entre. Oui. Sauf si on est un citoyen modèle comme Agathe de Saint-Père. Oui, elle va beaucoup dans les procès. Elle est appelée soit comme témoin, soit qu'elle est demanderesse parce qu'elle veut ramasser son bien, on ne la paye pas. Bon. Et soit qu'on veut saisir des pots qu'elle a dans ses sous-sols, enfin dans ses immeubles, et puis elle se défend. Alors, on la voit là, ça donne une partie de caractère, mais c'est sûr, est-ce qu'elle est amoureuse de son mari? I don't know. Est-ce que ça se passait bien dans le ménage? On pourra en reparler quand on parlera de son mari. Est-ce que les enfants étaient commodes ou pas? On sait peu de choses. Donc, de ça. Les traces sont assez minces. Oui, il faut déduire. On a des contrats, on ne pourra pas malheureusement citer justement une correspondance amoureuse ou un journal personnel. Non, c'est pas Marie de l'Incarnation. C'est pas exactement. Ah non, ça, c'est vrai que là, on est très loin de Marie de l'Incarnation. Absolument, oui, tout à fait. Oui. Alors donc, mais ça vous a fasciné. C'est fascinant, puis je suis encore... Bon, je me promets de terminer le manuscrit pour décembre, parce qu'un jour, il faut bien arrêter, puis je me dis, je prends de l'âge, il reste peu d'années à ma vie, à la différence de d'autres, et je voudrais bien finir. L'affaire, c'est que je suis prise à fouiller comme dans des bottes de foin, c'est vraiment ça. Et je trouve des numéros de contrat, mais les contrats ne sont pas là. Et c'est la même chose pour les testaments. Et, alors, je ne sais même pas quand elle se marie. On nous dit que c'est le notaire Basset. Et on se dit qu'elle se marie à Repentigny, dans la seigneurie de sa belle famille. Je ne trouve pas le contrat de mariage. Je ne trouve pas le contrat de mariage de ses parents. Peut-être une union libre? Je ne croirais pas. Je croirais pas. Et non, parce qu'il y a la petite chapelle, et puis ça se passe là, puis c'est écrit par toutes sortes d'autres personnes autour. Les contemporains, même, racontent des choses là-dessus. Alors, où est-ce qu'ils sont? Parce que ça a une incidence sur sa vie de commerçante, par exemple. Exactement. Mais on y reviendra. On y reviendra. Alors, comment vous l'avez découvert, Agathe de Saint-Père? Hier, en 2007, si je ne me trompe pas, les HEC ont fêté leur 100e anniversaire. Bon, je suis une diplômée des HEC. On nous avait conviés à une fin de semaine, ou quelques jours en tout cas, de retrouvailles, mais en même temps de réflexion sur l'avenir. Et le groupe de femmes avec qui j'avais fait aussi, comme chargée de cours, quelques prestations au HEC, s'occupaient des femmes entrepreneurs. Et alors, ces femmes-là ont fait l'historique de l'entrepreneuriat au féminin pour 100 ans, ni plus ni moins. Alors, ils sont remontés au début de la colonie. Et dans ça, il y a toutes les sœurs, là, les religieuses, qui ont fondé puis les hôpitaux, puis les écoles, etc. Et il y avait 2 laïcs. Louise de Ramsey, qui est la fille qui est quand même plus jeune qu'Agathe, la fille du gouverneur de Ramsey, qui a repris les entreprises paternelles, si j'ose dire, et qui avait une série sur la rive sud de Montréal. Il y a une biographie qui a été consacrée. J'aurais pu faire une biographie beaucoup plus grande, mais ce n'est pas un personnage qui m'attirait. Elle n'avait pas l'air commode, mais des fois, ça peut être le fun aussi, là. Mais elle avait des procès, puis tout ça, puis je me disais, pas attirant. Agathe de Saint-Père, t'as beau chercher, il n'y a pas grand-chose. Non, en effet. Mais je me suis dit, je vais fouiller. Alors, il y a une biographie romancée qui a été écrite par la journaliste Fabienne Julien. Les sources ne sont pas vraiment citées. On lui prête des cousins amoureux et des ça. Mais à partir de Montréal, pour aller souvent à Québec, à cette époque-là, là, on peut se questionner. Tu ne peux pas aller retrouver un amant, puis revenir, puis arrêter en cours de route. Là. L'amour peut s'éteindre dans le canot. En tout cas, des fois, c'est mieux quand c'est loin, mais on ne sait jamais. Là. C'est pas comme pas. Mais c'est comme...
Une lieue, je pense que c'est 4 kilomètres ou quelque Ouais, chose comme. Bon, ça se fait en bateau l'été facilement. En hiver, c'est une autre histoire. Quand il y a de la glace, ça va bien peut-être, mais peut-être pas tout le temps. Puis autrement, là, c'est les chemins de halage le long du fleuve. Hein? Ouais. Je suis pas Non, la certaine- première route, c'est 1737. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, puis avant ça, bon, avant qu'on ait des chevaux pour aller à cheval, Ouais. puis les bœufs, des fois, on les avait sur les terres, mais tu ne pars pas pour aller Donc, faire c'était une un peu trotte. fantaisiste, vous trouviez? Comme, Ben, je trouvais que ça ne faisait oui. pas. Alors, je me suis mise à chercher, puis C'est à ça. force de lire sur l'époque. Et puis, alors, ben, j'ai découvert que, tu sais, Ville-Marie, et d'abord, on l'appelle comme ça, Ville-Marie, dans les contrats, jusqu'à vers le milieu du 18e siècle. Là. C'est Intéressant, avant ouais. qu'on commence à dire Montréal. On dit Ouais. le Mont-Trait-d'Union-Réal, Ouais, ou les Sulpiciens disent du Montréal, ouais. mais dans les contrats, c'est Ville-Marie. Tout Alors, en un mot, là. C'est ça. Alors, justement, parlons-en de Ville-Marie. Je pense qu'avant de... Elle est née en 1657. On peut imaginer qu'au moment où elle naît, il y a quelques dizaines C'est un petit d'habitants. bourg, là. C'est vraiment minuscule et ouais. c'est très dangereux Oui. de vivre à Ville-Marie à ce moment-là. On y reviendra, mais parlez-nous des origines de Montréal. Hein. Il faut dire un mot, là. Ses parents, avant qu'on présente ses parents, participent d'une aventure, d'une Oui. folle aventure, Ah, comme on l'appelle. Oui. Et présentez-nous-la Oui. un peu. Bon, ils arrivent avec de Maisonneuve, mais Maisonneuve, ils signent toujours Paul de Chaumédé. Alors, je pense une fois ou deux, on voit de Maisonneuve, mais alors, la Société pour la conversion des sauvages de Montréal, là, la Société Notre-Dame, voilà, de Notre-Dame, et a embauché le retraité de l'armée, Chaumédé de Maisonneuve, pour venir diriger la société ici. C'est un groupe de zélotes, hein, vraiment, ils s'en viennent sauver le monde. Je ne suis pas certaine qu'ils savent c'est quoi le monde dans lequel ils s'embarquent. Mais c'est une époque de la réforme en France, hein, puis le catholicisme, bon, ça repart, et il y a plein de communautés d'ailleurs qui se créent dans ces décennies-là. Alors eux s'en viennent ici, 3-4 mois sur la mer, une petite flottille de 4 bateaux, je ne pourrais pas vous dire les types de vaisseaux qu'il y avait, et Maisonneuve, il y a des problèmes en cours de route, il part, il revient, il fait 2-3 tours, puis il y a du monde qui débarque à chaque fois, parce qu'avant qu'ils reprennent la mer, mais les parents d'Agathe sont sur le même bateau que Jeanne-Mance. Ils arrivent à Tadoussac, ensuite à Québec. La mère d'Agathe a 5 ans. Alors, imaginez un petit peu ce genre de voyage pour une enfant, mais même pour un adulte. Il n'y a pas de latrine, là. Hein? L'eau courante, non. L'eau potable, c'est pas long qu'il n'y en a plus. L'eau salée qui vous passe par-dessus à tout bout de champ. Les gens qui ont le mal de mer. Vous êtes dans des hamacs ou peut-être pas. Vous mangez pas toujours correct. Des fois, il y a comme des asticots qui se promènent dans les... Alors, ils survivent à ça, puis ils s'en viennent. Là. Ils arrêtent à Québec, forcément. Et là, le gouverneur Huon de Montmagny leur dit, vous n'êtes pas besoin d'aller à Montréal, ça n'a pas d'allure, vous ne savez pas dans quoi vous embarquez, c'est plein d'Iroquois, puis restez donc ici, je vais vous donner l'île d'Orléans. Et c'est là que de Maisonneuve dit, hein, chaque arbre serait converti en Iroquois, qu'il est de mon devoir et de mon honneur de me rendre. Et bon. Mais il reste là quelques mois. Et au printemps d'après, donc on est en 41, à la fin de l'été 1641, et en mai 42, ils s'en viennent à Montréal. Imaginez sur le fleuve. C'est sûr que la nouvelle chez les Amérindiens est arrivée bien avant qu'eux autres arrivent en bateau. Là. Ils sont habitués de... Ils débarquent quelque part, Place Royale, Pointe-à-Calière. On dit que c'était un endroit déserté, donc défriché, dessouché. Mais il devait avoir des fardoches, là, parce que quand même, ça fait un bout de temps que les Iroquois ou les Hochelaguiens n'étaient plus là vraiment. Mais il y en avait quelque part à l'intérieur. Et il y a, dans ce qui est Montréal maintenant, on voit bien tous nos vallons, nos petits trucs. Il y avait des rivières, des plus petites, des plus grandes, des petits monticules, des petites montagnes. Mais la forêt était juste là à côté. Des chênes de 40 à 50 mètres de hauteur, très matures. Quelques pins. Alors, ces gens-là, là, on dit qu'ils disent une messe. C'est parfait, mais il faut que tu montes l'autel, puis il faut que tu... Essayons d'être pratiques. Là. Peut-être que moi, je viens de la ferme, là, puis je dis, mais ça n'a pas de bon sens. Ils ont des petites haches, là. Ils ne sont pas venus avec tout un arsenal immense, ça ne se peut pas. En tout cas, on ne voit pas, ils ne le disent pas nulle part, mais en principe, ils ont quelque chose pour se faire une habitation. Il faut couper du bois dur, se faire des pieux, monter ça, et se monter une habitation pour passer l'hiver qui s'en vient. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'en viennent autour voir ce qui se passe. Et ça doit être assez épeurant de voir la forêt qui est sombre. C'est des arbres matures avec une canopée immense. Il n'y a pas bébé de clarté qui passe dans ça.
c'est sûr qu'il peut y avoir toutes sortes de gens là. Donc, on présume qu'il y a déjà plein d'Iroquois ou d'autres qui sont autour et la nouvelle s'est propagée. Au bout d'un an, à peu près, bien, il y a des Français qui se font tuer. Oui, justement. Alors, juste un mot peut-être pour nous présenter un peu mieux les parents d'Agathe de Saint-Père. Alors, Jean de Saint-Père, il a la trentaine. Donc, les deux, le couple arrive presque en même temps. Bien, ils arrivent pratiquement en même temps. Moi, j'ai probablement... Jeanne Mance, en tout cas, est avec la famille Godet, qui est la famille de Mathurine, de la mère d'Agathe. Et un autre couple aussi. J'oublie les noms, là, mais enfin, un autre mais ils ne couple. sont pas mariés, évidemment, quand ils arrivent. Ah ben non, elle a 5-6 ans. Alors, oui, évidemment. Là, il faut lui donner... Ils se mariaient jeunes, là, mais il faut quand même c'est ça, pas ils se marient en 1651. Voilà. Alors, mettons, c'est comme une décennie. Mais il y a quand même un gros écart d'âge entre oui, les mais deux. c'est courant là, à l'époque. Elle a 14 ans et lui a 33 ans. Mais elle a bien l'âge canonique tout de même. Alors, il ne faut pas s'énerver là-dessus. Parce que des gens pensent que c'est des pédophiles, là, mais tu sais, une minute, là, l'Église, c'était 12 et 14 à l'époque. Alors, c'était clair là-dessus. Mais, donc, ils vont se marier et c'est Lambert Closse qui va signer sous sein privé leur contrat de mariage, que je cherche toujours. Mais j'ai vu une photocopie de signature du contrat de mariage. Alors, les témoins, c'est Paul de Chaumédé, et c'est Jeanne Mance, c'est Lambert Closse. Mais ce qui montre aussi que ce sont des personnages en vue, peut-être à cause de M. Je ne suis pas certaine. Je pense qu'ils sont 35. Voilà, à un moment donné, il y a comme une limite. Là. On a fait le tour de pas mal de choses. Ils sont peut-être rendus 45 à 10 ans plus tard, mais ils ne sont pas énormément, très, très nombreux. Assez qu'ils vont aller... pour une recrue, à un moment donné, Jeanne Mance va donner son argent pour qu'on aille chercher du monde parce qu'ils ont peur qu'ils vont tous mourir et puis il n'y aura plus personne. Bon. Et donc, alors ils se marient et Paul de Chaumédé leur donne, comme il donne à plein d'autres, des concessions. Alors, ils ont d'abord une concession dans Ville-Marie, et ce qui serait à peu près autour de 500 places d'armes, là. Saint-François-Xavier, une partie du séminaire, des jardins du séminaire. Et il leur donne après, dans ce qui devient Pointe-Saint-Charles, mais il va le donner à Charlemagne aussi, qui est là, et d'autres, une assez grande concession où ils vont s'établir pour de bon. Ils se font construire une très grande maison avec une cave et dedans un puits à un moment donné, et par sécurité aussi, mais en même temps, probablement par facilité. Et on dit que les maisons sont à peu près comme 10 pieds de haut, sorties de terre, donc pour permettre aussi d'être plus élevé, de voir venir, je n'ai aucune idée. À l'époque, il n'y a pas de vitres, ça n'existait pas, alors les fenêtres sont en papier serré ou avec des auvents pour ce... Bon. Agathe va avoir un frère qui naît en 1655 à Pointe-Saint-Charles, et Agathe va naître là en 1657. Elle a pas tout à fait 10 mois, à l'automne 1657, quand son père, en même temps que son grand-père maternel et l'employé de ceux-ci, sont sur un toit en train d'aider à couvrir, parce que l'hiver s'en vient, puis ils finissent, sont des menuisiers. Et les Onéioutes, qui sont une branche des Iroquois, avaient d'abord mangé chez Nicolas Godet, donc chez le grand-père d'Agathe. Et tout le monde sort après le lunch, et puis tout est bien beau, les Iroquois s'en vont, puis eux remontent sur la couverture. Et ils se font descendre, et de cassons écrits comme des vulgaires moineaux. Alors, ils vont scalper Nicolas Godet et son employé, Jacques Noël, et ils vont couper la tête de Saint-Père, parce qu'ils disent qu'il y a une belle chevelure, alors ils partent avec. Et ce qui est rapporté chez les Relations des Jésuites, chez Marguerite Bourgeois, dans les Annales de Sœur Morin et un peu partout, c'est qu'on trouvait que... c'est-à-dire qu'on était incapable d'empêcher la tête de parler. La tête de Jean de Saint-Père parlait. Oui, et c'est l'Onéioute qui est venu finir par avouer parce qu'il n'en pouvait plus, il l'entendait partout. Alors, la tête lui disait, ben, tu penses nous détruire, tu ne nous auras pas, puis un jour, on va être tes maîtres, enfin, quelque chose comme. Et il a eu beau la jeter, et il n'y avait rien à faire, elle continuait de parler. Bien, tout le monde dit que de Saint-Père, il ne parlait pas l'Iroquois. Donc, c'était dans la mythologie, enfin, je ne sais pas trop. Mais, Agathe ne se retrouve pas de père, et Mathurine, qui est très jeune, oui. Et elle a 2 enfants sur les bras. Alors, elle va... elle a à peine 20 ans. Oui, alors, 2 ans, un an plus tard, pas tout à fait, elle va marier Jacques Lemoine de Sainte-Marie, qui est le frère de Charles. Voilà, c'est une grande famille. Alors, Agathe entre dans une très grande famille. Avant d'avoir des demi-frères, demi-sœurs, elle a des demi-cousins, mais je vais les appeler des cousins, parce que et même son beau-père, c'est comme si c'était sa fille et son fils. Alors, elle va vivre dans ce circuit extraordinaire. Les
Donc, le frère de Jacques Lemoine, c'est le fameux Charles Lemoine, Oh, oui. qui parlait plusieurs langues Oui, autochtones, oui, oui, oui. et à qui on a cédé la seigneurie de Longueuil, Oui, éventuellement. tout à fait. Donc, c'est cette grande famille. Et ce Charles Lemoine était le père de Pierre Lemoine d'Iberville. Et il y a 10 fils. Il y a 10 fils qui ont été... Écoutez, là, j'ai été Non, obligé c'est de j'ai pas prendre de les parce que nommer. j'arrive. Non, c'est correct, mais je veux dire, c'est juste pour se dire aux gens qu'on a fait une émission sur Pierre Lemoine Ouais, ouais. d'Iberville. C'est cette grande Il famille. y en a 6 des fils qui vont découvrir l'Amérique. Ouais. Et il y en a 4 qui vont mourir au combat et d'autres qui vont mourir pas loin du combat aussi. Alors, il faut le faire. Donc, ça, c'est le milieu dans lequel elle est élevée. Oui. Ça doit être bien le fun, de se promener, puis se promener dans quelques ruelles de Montréal, puis penser à la foire des fourrures, penser à un moment donné, là, elle est plus âgée, mais en 1701, quand il y a la rencontre pour la Grande Paix, c'est effervescent à certaines périodes. Là. Oui. Et on appelle ça la basse ville de Ville-Marie, parce que c'est en bas de Saint-Paul et ça va jusqu'au fleuve. Mais ils ont toujours une maison là. Sainte-Marie, le moine de Sainte-Marie, lui, il va s'en tenir là, même si Agathe, Mathurin va garder sa propriété à Pointe-Saint-Charles pendant un bon moment. Vous insistez sur le fait que, justement, donc, comme je le disais dans ma présentation, c'est une famille recomposée. Oui. Les démographes... C'est courant à l'époque. Ben voilà, les démographes nous disent qu'il y en a plus qu'on pensait, Ouais. que ce n'est pas si nouveau, pour des raisons, évidemment, de mortalité. Mais dans cette famille recomposée, elle va aider sa mère. Oui. Elle va jouer un rôle important. Oui, bien, elle est l'aînée. Et sa mère, elle va en avoir, là, je ne me souviens plus, 7-8 après. Elle va mourir en couche. Puis elle a 35-36 ans quand elle meurt en couche. Et Agathe a 15 ans. Sa sœur suivante, la demi-sœur, a 13 ans. Donc, c'est sûr qu'elle prend en charge la famille et elle remplace sa mère. J'imagine comme sa mère faisait autant au magasin et auprès de son mari. C'était courant à l'époque, les femmes ne restaient pas à la maison avec plein de domestiques en attendant. Là, En tout cas, peut-être pas en Nouvelle-France. Ben, je pense qu'il ne faut pas rêver trop en couleur. Là. Ça pouvait être au Fort Saint-Louis, au Château Saint-Louis Oui. à Québec, là, chez le gouverneur général, Oui. ou quelques affaires de même, mais Oui. ce n'était pas vraiment très courant. Ce sont des marchands, Oui. vous l'avez dit, des marchands équipeurs. Je pense qu'Agathe fait ça. Oui. Alors, ben justement, expliquez-nous ce que ça faisait un marchand équipeur concrètement. Là. Bien, concrètement, les gouverneurs donnent des congés de traite. Ce n'est pas n'importe qui, premièrement, en principe, puis ils donnent ça à la petite aristocratie locale ou aux marchands. Ceux-ci peuvent les revendre. Alors, ils équipent des gens qui vont... Parfois, ils fournissent le canot, mais parfois pas. Ils équipent des hommes qui vont partir et aller pour eux administrer le congé de traite. Donc, aller faire le commerce des pots. Pour s'en aller dans les pays d'en haut. Alors, ils s'en vont vers la rivière des Outaouacs, et puis ils montent plus loin, puis de plus en plus loin chaque fois. Là. Et alors, dans les contrats, elle enseigne en 83 et 84, plus tard aussi après, mais au moins ceux-là, je les avais dénichés assez tôt. Et elle équipe 2 hommes qui vont partir, et elle s'engage à les payer en monnaie du pays. Mais plus tard, elle va s'engager à les payer en moitié monnaie du pays, moitié pot. Oui, monnaie du pays, c'était des monnaies de cartes? La monnaie de carte, elle vient plus tard, quand il n'y a plus aucune monnaie, parce qu'à un moment donné, c'est trop cher. La monnaie du pays, c'est la monnaie courante, Oui. c'est le louis, telle affaire, Oui. ou la livre, tel truc, oui. La livre tournoi. Donc cette monnaie-là, ou en pot. Oui. Et contre quoi? Qu'est-ce qu'elle doit trouver? Contre des pots qui doivent lui ramener la valeur de son congé de traite. Et ces marchands-là financent dans un sens. Ils leur avancent, ils leur font crédit en revenant, moyennant le dépôt de pots, etc. C'est ça, je vous avance tout votre équipement. C'est ça, mais vous me revenez, puis voici ce que je vous devrai à la fin, et vous pourrez partager le reliquat de ce qui sera. Et dans vos recherches de contrats, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres femmes qui faisaient ça. J'en ai pas vu à date, mais ça ne veut pas dire qu'un jour, Ouais. on ne tombe pas sur quelqu'un. Alors, mais non, j'en ai pas vu d'autres. Et donc, ces contrats-là que vous avez trouvés, donc 83, 84, ça, c'est avant son mariage. C'est ça. Alors, parlons-en de son mariage. Elle se marie d'abord à 28 ans. Oui. Hein, on s'en est parlé un peu avant cet entretien. Son mari aussi a 28. Mais c'est un peu plus âgé que ce qu'on a l'habitude d'entendre pour ces femmes de la Nouvelle-France qui étaient disponibles. Je me suis demandé pourquoi elle se mariait. Oui. Parce que, tu sais, elle a des biens, elle a hérité d'un patrimoine, hein, de par sa mère, puis de par aussi, avant de se marier, Jacques Lemoine de Sainte-Marie va partager la communauté qu'il avait avec Mathurine, la mère d'Agathe. Donc, il y a des biens qui vont lui venir de là aussi. Et la coutume de Paris réglemente les contrats de mariage, enfin, réglemente la vie ici. C'est un peu comme notre code civil, ça descend de là d'ailleurs. Mais la coutume de Paris permet à des femmes de faire commerce comme marchandes publiques.
Alors, je présume, faute d'avoir trouvé son contrat de mariage, parce qu'on peut déroger à la coutume par contrat de mariage. C'est-à-dire que si vous avez des biens avant de vous marier, Mais ce sont des biens propres, mais vous pouvez les conserver ou les administrer. Et ça dépend, il Oui. faut voir. Mais une convention, la plupart ont des contrats de mariage, en tout cas les gens de ce niveau-là. Peut-être qu'il y en a un peu partout, chez les ruraux aussi, je n'ai pas vu. Mais ils ne font pas des contrats de mariage pour rien. Oui. Alors, sûrement, c'est non seulement pour une dot, pour avantager, pour voir si on aura un douaire ou pas, ou ce genre de truc, mais il y avait quelque chose à mettre Mais dedans. c'est important de se le rappeler, puisqu'on répète souvent, nos historiens nous répètent souvent que la coutume de Paris, Oui. c'est un peu l'asservissement de la femme, Ah oui, la ça femme l'est. mariée. Mais ça l'est. Ça l'est, Oui. sauf qu'on a des cas comme Agathe Oui. de Saint-Père qui héritent, enfin, Oui. qui continuent à... Mais au-delà de ça, là, les gars sont quasiment toujours partis, là. Oui. Et ça fait qu'il faut bien que quelqu'un tienne le fort. Oui. Et le vrai fort est le fort de la maison. Et c'est les femmes. C'est ça. Alors, s'ils ne leur donnent pas une procuration, ben, les femmes vont devoir agir pareil parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des animaux, il faut s'occuper d'embaucher du monde ou de les débaucher. Alors, il se passe, je dirais que ça s'accoutume, la C'est coutume. C'est comme le droit s'adapte à des S'adapte aux circonstances réalités. particulières. Alors, qui est cet homme qu'elle marie en 1685? Bon, ben, c'est un petit officier, un petit soldat qui, Il n'a pas l'air à beaucoup vous impressionner. qui est courageux. Ah oui, qui est courageux. Un petit peu beaucoup, qui passe son temps comme bien des officiers, de toute façon, dans les cabarets, dans les auberges. By the way, c'est tenu par des femmes, ces endroits-là. Hein? Il y a la Folleville, qui est très célèbre à Montréal. Il y a la Saint-Michel à la Chine. Et elles reçoivent les femmes esselées quand les maris sont partis aussi, et qui lèvent la jambe elles-mêmes avec les officiers. Bon. C'est pas tous des dévots, hein? Alors, oui, son nom à ce courageux, comme vous l'appelez. Alors, il s'appelle Pierre le Gardeur de Repentigny. Il va devenir le troisième seigneur de Repentigny. D'accord. Mais il n'y a rien quand il se marie. C'est Agathe qui a des biens. Ouais. Alors, c'est pour ça que Donc, je présume, si je me la mets sur le contrat, que je vais voir des affaires qui vont s'enligner. Alors, il se marie en 1685 et, dans la seigneurie. Mais là, ça me pose un problème. C'est le mois de novembre, fin novembre. Aller se marier dans la seigneurie avec tout le monde. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de chemin, là. Ouais. Peut-être que le fleuve n'est pas pris. En tout cas. Mais on me dit que c'est là. On me donne le nom d'un notaire dans tout ce que je cherche. Mais ce notaire-là, il est à Montréal. On a pu l'inviter. C'est celui qui fait toutes les affaires de la famille. Mais on ne trouve pas le contrat de mariage. C'est un peu un mystère, ce En fameux tout cas, contrat on de va chercher. mariage. Des fois, ils sont mal classés. Oui, oui. Des fois, ils ont été subtilisés. Mais ce personnage, je disais, il est un peu fantasque, qui a été mêlé à une histoire. Oui, avec... bien, il est accusé. Alors, il se marie fin novembre 1685. Au printemps ou au début de l'été, la domestique de la seigneurie s'en vient se plaindre, et même au gouverneur de la colonie, pour dire que, non, reprenons, se voyant grosse, elle se marie avec quelqu'un qui lui faisait la cour depuis un bout de temps. Mais lui, quand il découvre l'affaire, il décide de la répudier. Alors, au début de l'été, donc, elle porte plainte contre le seigneur de Repentigny. Mais Pierre, il n'est pas seigneur de Repentigny, c'est son père Jean-Baptiste. Ça commence de même. Ensuite, elle l'accuse, et puis dans les déclarations qui sont rapportées par des historiens ou par des chercheurs, mais on ne trouve pas le texte du procès, c'était une autre affaire qui ça se demandait, eh bien, elle dit que pendant que la dame de Saint-Père est partie entre Québec, Repentigny, Montréal, Lavaltrie, lui, Pierre le Seigneur, abuse d'elle et la menace avec son épée, et si elle dit quelque chose, c'est pas Marie, couche-toi là. Alors, là, il y a des incohérences parce que Agathe et Pierre, ils n'ont pas d'enfants encore. Agathe est enceinte, mais ils n'en ont pas. Par contre, le père de Pierre a des enfants, mais les plus jeunes sont comme des ados. Fait que tu n'as pas besoin d'une servante pour garder les enfants. Elle dit, il faut que je reste là pour garder les enfants. Pour faire court, Pierre finit par reconnaître la fille qui va naître et qui va appeler Cécile d'Arpentigny. Mais la prononciation Arpentigny, là, il y a bien des régions où on dit encore le R, on le fait ar. Hein? Peut-être que c'est ça, les notaires écrivent peut-être au son, mais peut-être qu'aussi, parce que le père Jean-Baptiste signait des fois d'Arpentigny. Alors, c'est tout un peu mêlé. C'est un peu mystérieux. Mais je trouve bien l'acte de baptême. Et elle est baptisée à Montréal. Et elle accouche
un mois après Agathe, un mois ou... En tout cas, ils ont un mois de différence. Et Agathe accouche d'une fille aussi. Alors là, je ne suis pas très sûre que ça devait être des conversations douces à l'heure Oui. du souper. En C'est effet. comme... En effet. Et ça devait être, en tout cas, pas très facile. La journaliste Fabienne Julien dit qu'Agathe est allée au procès et qu'elle a dit « Non, 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 je vais m'occuper de l'enfant et ne vous en faites pas, etc. » Je ne trouve pas ça nulle part parce que, de toute façon, je n'ai pas la fin du procès. Et par contre, il y a quelque chose de curieux. Agathe va emprunter, pas elle et lui, emprunter 2200 livres. C'est pas mal d'affaires parce que la solde de son mari, c'est même pas 600 livres par année. Elle va payer les dettes de son mari, puis elle va donner 200 livres à la congrégation Notre-Dame. Et là, je me suis dit, est-ce que c'était pour cacher l'enfant et leur demander de s'en occuper? Parce qu'elle a une demi-sœur qui est là. Bon, alors... Alors, ça vous donne un petit peu une idée. Mais il va continuer à courailler, là. Faites-vous-en pas. Il va, régulièrement, il va avoir d'autres affaires. Et puis, il va des prix à jouer aux dames. Je dis toujours dans tous les sens du terme. Et il est... c'est ça. D'accord. Donc, un personnage particulier. Mais concentrons-nous sur Agathe de Saint-Père. Donc, malgré ce mariage, elle continue à travailler, à œuvrer dans le commerce. Elle se fait beaucoup connaître par sa fabrique de draps. Oui, elle fabrique des tissus divers, de la serge et puis, bon, du drap. Puis les gens, la petite bourgeoisie ici, trouvent que c'est bien ordinaire. Parce que les autres, ils commandent encore en France puis ils s'habillent encore à la française. Hein. Il y a encore des perruques poudrées, là. Puis des petits bas de soie. Alors, puis les madames, quand ils se reçoivent, là, une certaine société, c'est encore les robes un peu à ballon. Alors, c'est clair qu'ils trouvent ça un petit peu... Mais quand il y a des pénuries, eh bien, quand les bateaux sont coulés ou arraisonnés, puis que ça ne vient pas, il faut bien qu'on en trouve. Tu sais, les marchands, à un moment donné, ils en commandent, il y en a une certaine limite. Et ils sont tannés, eux autres aussi, parce qu'il faut payer d'avance. Hein? On commande. Ouais. Et ils assurent la livraison, mais quand le bateau La Seine, vers 1703-4, est arraisonné par les Anglais, il est détourné vers l'Angleterre. On a dit qu'il avait été coulé, mais en réalité, non. Là-dessus, il y avait Monseigneur de Saint-Vallier. Ça a fait respirer la société ici parce qu'il était détestable, paraît-il. Alors, les Anglais l'ont gardé un certain temps avant de le retourner ici. Mais alors, passer une année sans tissu, ce n'est pas la fin du monde. Mais sans sel pour la colonie, c'est désastreux. Alors, ils ont tenté, puis je fais un aparté, ils ont tenté de partir des salines ici, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et alors, revenons donc à Agathe. Elle va se partir une manufacture de tissage, mais on dit que c'était plutôt... plusieurs disent que c'est plutôt vers 1700 qu'elle aurait commencé. Et c'est possible. Dans une de ses propriétés sur la rue Saint-Joseph, qui est aujourd'hui la rue Saint-Sulpice, entre Saint-Paul et de la commune à peu près. Avec des techniques de coloris qui seraient peut-être inspirées des Amérindiennes? On peut penser ça parce que... Elle fait des expériences, nous disent certains auteurs. Elles vont chercher de la savoyane. Mon père appelait ça de la savouillane. Et alors, il y a des écorces, il y en a qui sont jaunes, qui sont rouges, et ça donne des couleurs différentes, dépendant. Et elle va s'essayer aussi avec un type de terre bleue, disent certains auteurs. Je n'ai pas retracé où est-ce que ça pouvait être pour teindre bleu, mais il y a sans doute d'autres façons. Il y a d'autres plantes, sûrement, qui peuvent faire ça. Elle s'essaie aussi à teindre les peaux sans devoir les huiler au départ. Et il semble que c'est une technique plus intéressante. Elle va tisser avec ce qu'on commence à tisser de nos jours, qui est l'asclépiade. Et elle va aussi essayer les poils de bœuf parce qu'il n'y a pas assez de moutons pour tisser la laine. Talon avait déjà beaucoup essayé de mettre en marche des manufactures. Mais vraiment, en France, vous savez, ils répondent chaque fois, écoutez, les colonies sont là pour le service du royaume, mais sûrement pas pour. Alors, si vous êtes bien poignés, on va vous en laisser faire pour vous autres, mais il n'est pas question que vous venez nous noyer avec ni nos autres colonies. Donc, Talon, quand il était pas parti... nécessairement encouragé. Pas du tout. Et autant que possible, découragé. Alors, on vient vous prendre tout, puis on vous le revend 3 fois plus cher, ou en fait 2 fois plus cher. On connaît ça, c'est assez classique. Mais ça, c'était courant. Ça explique pourquoi, à un moment donné, il n'y a plus de monnaie aussi ici, là. Parce que les marchands, à un moment donné, eux autres, il faut qu'ils payent en monnaie à l'autre bout. Et la solde des soldats, ça doit être des officiers, ça doit être payé aussi. Alors, le roi envoie de l'argent, mais juste pour les officiers. Les marchands, ils n'ont plus. Il y a des intendants qui décident d'inventer la monnaie de carte. Donc, c'est les petites cartes à jouer. Et avec le sceau de l'intendant,
ça vaut tant. La dame peut de être, pique vaut tant, le nôtre. Et peut être alors, remboursable par ben des oui, ben, à un pièces. moment donné, tu sais, l'inflation, On en- le truc, c'est ça. c'est comme assez terrible. Et quand les Anglais arrivent ici, ben là, il n'y a plus personne qui reconnaît cette monnaie-là non plus, là. Donc, il y a une fabrique de tissus, De mais tissage, oui. aussi de tissage, mais aussi de cordage. Oui, elle offre à faire de la corde avec de l'ortie, parce qu'elle dit, elle envoie comme des échantillons à la cour, puis elle dit, ça ne pourrit pas. Alors, ça serait intéressant pour les cordes de bateau, les voiles, c'est ça, ouais. Est-ce que ça. Elle reçoit presque au même moment, vous pensez qu'il y a peut-être un lien, une pension? Ben, on lui donne une rente une de rente. 200 livres et ça a duré. Même moi, j'ai vu un auteur qui a dit qu'il y a eu une demande pour qu'on verse la rente à sa fille. Alors, j'imagine que ça a duré pendant 40 ans ou Peut-être parce quelque qu'on a chose vu comme l'utilité de ce Oui, produit. oui. Euh, Et c'était rare, les rentes, oui. là. Bon, j'ai pas Oui. fait des recherches très approfondies, Non, mais en c'est général, très on rare. fait ça pour les hommes. Oui. Hein? Oui. Les officiers ou un seigneur qui a fait quelque chose de particulier. Mais on reconnaît ça, là. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exceptionnel. Arrêtons-nous sur ses employés. Oui. Elle a, dans sa fabrique de tissus, de tissage, elle a des captifs. Oui. Captifs de la Nouvelle-Angleterre. Oui. Alors, peut-être nous expliquer, parce que c'est quand même pas banal, peut-être nous expliquer qui étaient ces captifs, d'où venaient-ils et... Bon, en 1704, il y a un raid qui est sur Deerfield, en Nouvelle-Angleterre, parce que le gouverneur de l'époque pense que le problème, c'est plus les Amérindiens, mais c'est les Anglais. Et que si on leur coupe là-dessus le pied, ils vont arrêter de nous écœurer. Alors, par personne interposée. Rappelez qu'on a eu le massacre de la Chine, qu'on a eu des escarmouches dans d'autres endroits. Et là, on a dit, on va aller leur régler ça d'un coup sec. Et ils partent que c'est l'hiver. Normalement, tu ne fais pas trop la guerre l'hiver. En tout cas, les Amérindiens n'aimaient pas ça. Ils ne trouvent pas ça pratique. Alors, ils s'en vont, puis très rapidement, ils brûlent, ils rasent et ils font des captifs. Mais ils sont avec des Amérindiens aussi. Ils ne vont jamais là tout seuls. Donc, ce sont C'est une des pratique. Canadiens, des miliciens, Oui. avec des Amérindiens Oui. qui vont attaquer d'autres villages, et c'est- en fait des villages de la Nouvelle-Angleterre. Oui, oui, c'est Hertel de Rouville, je pense qu'il parle. En fait, je ne veux pas me tromper, le mettre Ouais. des noms. Mais... alors, ils amènent des captifs. Et les captifs servent de deux façons. C'est-à-dire qu'on peut s'en prendre comme monnaie d'échange pour d'autres prisonniers, indépendants. Et en général, c'est les Amérindiens qui les gardent. Et ces captifs, c'était en général surtout des enfants. Hein. Bien, il y en a de toutes, parce que là, dans cette communauté-là, il y a des adultes, il y en a qui meurent en cours de route, il y a des enfants. Et il y a le pasteur, j'oublie son nom malheureusement, mais il y a le pasteur, en tout cas, de Deerfield, et sa femme, son fils, je pense, meurt pendant qu'ils s'en viennent, mais un de ses fils va être placé, je pense, à Senneville, chez Jacques Lebert, et son plus jeune fils, Warham, qui a 5 ou 6 ans, Agathe va le prendre. Et elle va prendre aussi 9 tisserands, parce qu'elle apprend que parmi ceux-là, il y a des tisserands. Donc, ça va l'aider à faire son commerce. Les familles ici des commerçants achetaient souvent des prisonniers aux Amérindiens parce qu'ils allaient, disent-ils, leur sauver la vie dans plusieurs cas ou éviter qu'ils soient envoyés dans d'autres tribus comme monnaie d'échange, et surtout pour un jeune enfant. Alors, pendant, je ne sais pas, de 1704 à 1713 ou quelque chose comme, sa boutique fonctionne. Il n'y a sûrement pas que ça, parce qu'on parle de 25 métiers, ou je sais pas, et peut-être plus, alors il y a beaucoup de monde. Et il y a une lettre qui est citée par Marine Leland, une chercheure, qui est du pasteur, et qui confirme qu'Agathe avait, entre autres, le jeune fils. Et il dit, cette dame aurait pu laisser mon fils et prendre un autre tisserand quand ils sont passés dans la ville, parce que ça lui aurait servi, elle a plutôt sauvé mon fils, ou quelque chose comme, là, je paraphrase. Donc, ça nous confirme ce fait. Il y avait les tisserands, il y avait les prisonniers, ou en tout cas, et il y avait le jeune qui était chez Agathe. Elle a dû le laisser partir, et pour elle, c'était assez dramatique parce que son fils, à elle, était à peine de cet âge-là. Et elle n'avait qu'un fils, donc ça faisait un compagnon de jeu aussi, puis elle l'aurait adopté pour le restant de ses jours, je crois bien. Alors, Oui, voilà. parce que parmi ces captifs, il y a des destins remarquables, il y a des destins assez exceptionnels. Oui. Peut-être que nos téléspectateurs ne savent pas, que nos auditeurs aussi, que l'ancêtre des Faneuf était un captif de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait un nom, donc, Farnsworth, je ne me souviens pas, mais qui est devenu Faneuf avec les notaires. On a aussi le cas de Esther Wheelwright, oui. qui est un cas incroyable, Oui. une jeune fille de 7 ans
capturé, puis qui devient supérieur des Ursulines à Québec, qui décide de rester. Et donc, on a comme ça d'autres captifs qui étaient en général adoptés par des familles amérindiennes, aussi, souvent, oui. et ensuite récupérés dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Mais au-delà de ça, il y avait des captifs qui étaient aussi, qui servaient aussi d'esclaves. Il faut se le dire, entre les tribus amérindiennes, il y avait des échanges et il y en avait qui servaient d'esclaves. Il y a une communauté amérindienne très connue, une tribu, qui sont les Pawnee, mais qu'on appelle les Panis ou les Panis. Qui venaient du centre du continent. Et eux, ils étaient des esclaves connus. Donc, vous en avez recensé quoi, une dizaine à peu près de ces captifs qui ont travaillé pour elle? En tout cas, au moins 9. Là, au moins 9. Et donc, ces gens-là n'étaient pas payés, étaient payés, nourris, logés? D'après ce que je comprends, elle écrit, c'est envoyé par les intendants, là, mais elle écrit une lettre, elle annexe un texte, et elle dit à Monseigneur, mais qui est le ministre de la Marine, j'ai monté une manufacture de telle affaire dans mes bâtiments, et j'ai embauché des... je n'ai pas le texte précis, mais j'ai embauché des captifs et je leur ai trouvé un logement commode. Alors, on peut penser qu'ils avaient été bien traités. Malgré ça, un de ceux-là va être poursuivi à un moment donné. Je ne sais pas si c'est pour fausse monnaie ou quelque chose comme ça. Alors, elle est obligée d'aller en cours pour... Oui, mais c'était pas des... Non. Mais c'est juste des faits cocasses pour dire comment. Oui. Alors, donc, elle va vendre sa manufacture. Elle loue, en réalité. Elle va louer. Elle loue. Et c'est très curieux parce que dans le contrat de location, il est marqué qu'elle loue la manufacture et la boulangerie. Mais je n'avais jamais vu nulle part qu'il y avait une boulangerie. Donc, elle aurait eu, en plus, une boulangerie. En tout cas, donc, c'était vraiment une femme qui avait bien diversifié dans ses investissements. Il faut supposer. Et on dit que c'était à côté, et ça va avoir une incidence pour parler d'autres événements, que son édifice était à côté de celui du sieur Lafatigue. On n'oublie pas un nom comme ça. Non, tu sais, mais quand il y a les incendies à Montréal, puis j'essaie de savoir si ces propriétés ont brûlé, et que Chose-Gros-de-Léry a un mandat du gouverneur pour aller recenser les maisons qui sont complètement détruites, celles qu'on va devoir démolir parce que c'est trop dangereux, les cheminées qu'on peut garder et les autres qu'on doit démolir. Et alors, tout à coup, on dit, la cheminée de la propriété de la Dame de Saint-Père menace ruine et on va la démolir. Et puis là, le petit paragraphe en dessous, c'est la propriété du sieur Lafatigue est complètement... Ben là, je me dis, merde, c'est sa manufacture qui passe au feu et qui ne reste même pas la cheminée. Là, on parle de l'incendie de... 1621. Et par ailleurs, son mari, donc elle, probablement la communauté, perdent aussi 2-3 autres édifices quelque part dans le bout de la rue Saint-François et ces coins-là. Donc, il y a cette location, il y a ces incendies qui lui font mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle va se rabattre sur tout ce qui est les terres de son mari, le domaine de son mari. Oui, à un moment donné, effectivement. Elle va faire du commerce des poux, là, je le revois encore, parce que tout à coup, on dit que quelqu'un est passé, a fait un trou dans le sous-sol ou la cave, et puis est allé prendre des poux dans une de ses propriétés. Alors, elle avait des poux. Je ne sais pas si ça se faisait payer comme ça, pourquoi d'autre, mais probablement qu'elle continuait le commerce. Elle va pousser beaucoup son mari, mais à partir du décès du beau-père, de Jean-Baptiste Legardeur. Quand Pierre va devenir le seigneur en titre, elle va le pousser à vraiment concéder des terres, parce que le beau-père, il n'en faisait plus bébé de ça. Là. Mais il faut dire au tout début, quand Jean-Baptiste Legardeur s'en va à Repentigny... C'est un seigneur. C'est un seigneur et c'est immense, mais il voit qu'il ne sera pas capable d'arriver pour tout développer et il cède ce qu'il pense être la moitié de sa seigneurie à Charles-Aubert de Lachenay. Une autre grande famille. Ah oui, puis un grand commerçant, puis qui a des comptoirs à La Rochelle, puis ici, mais qui finit tout nu sur la paille. Et alors, Aubert de Lachenay, à un moment donné, il est obligé de la vendre. Il y avait à Raymond Martel. Au bout d'un an, Raymond Martel n'est plus capable de payer les dettes, il y a tout ça. Et Agathe dit à Pierre, on va remembrer, enfin, je suppose qu'elle dit ça comme ça, on va remembrer la seigneurie, on va aller rechercher ce qui était à l'origine, Lachenay. Il va y avoir des criers, ils vont être en cours, et elle va miser 33 000 livres, quelque chose comme, pour acheter. C'est pas mal cher pour tout racheter. Et elle va l'avoir. Donc, ils vont l'avoir. Et après, elle le pousse constamment. Elle concède, continue. C'est ça. Juste peut-être un petit mot pour expliquer. C'est qu'une fois qu'un seigneur avait une seigneurie, là, c'était en bois de boue. Là, il fallait
fallait céder des terrains Ben oui, pour puis mettre en développer. valeur la Bien sûr, seigneurie, bien mais ce n'était sûr. pas des terrains qu'on vendait. Non. Hein, c'était le régime seigneurial, c'était des terres qu'on donnait, et en Ouais. retour de quoi ben, les gens payaient une rente. C'est ça. Et Devait aller au puis, Moulin Banal pour faire exactement. moune, etc. Puis c'était long, hein. C'était immense, cette seigneurie-là. Là. Ça va à Terrebonne, la rivière de l'Assomption vers le bout de l'île à Montréal. Mais elle c'est va immense. rester à Montréal pendant cette Continue période? de rester à Montréal. Donc, elle gère la seigneurie de Montréal. Oui, bien, je pense bien que... Oui, on devrait dire qu'elle gère, même si c'est son mari, là, parce que lui aussi, tout à coup, a des ordres de mission, puis il est peut-être très heureux de partir, j'ai aucune idée. Peut-être que j'y prête des intentions, mais c'est sûr que c'est pas un terrien, là. C'est pas quelqu'un qui serait bien sur la terre. Ouais, c'est pas, Son père pas était comme sur Pierre la... Boucher, par exemple. Non. Son Pierre père, Boucher ouais, avait- mais son père a été sur la terre, Oui. ça c'est sûr. Il était là, il est installé là. Il vient finir ses jours à Montréal, mais il est très malade, puis il est là avec sa femme. Mais c'est comme s'il avait pris sa retraite 3-4 ans avant de mourir. Alors, c'est pas la même chose. Non, lui, il n'a pas l'air d'avoir gros d'intérêt. Elle, vraiment, essaie de s'assurer, parce qu'en même temps, ça va aller pour ses enfants aussi. Tu sais, donc, mettre de en sauver valeur le patrimoine. le au patrimoine, la total. seigneurie. Ouais. Alors, comment ça se passe là? Son mari va mourir en quelle année? À peu près? En 1737. Et quel est le destin un peu de sa famille plus élargie, ses demi-sœurs, ses demi-frères? Est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui vont être dans le commerce? Qu'est-ce qui est... Non, la plupart savaient. D'abord, les filles sont la plupart des sœurs, des religieuses, ou font des mariages bien. Elle a un demi-frère qui s'appelle Nicolas Lemoine de l'Eau, qui lui aussi est pris dans une histoire de filles, de coucherie, puis de... le problème, c'est qu'il y a au moins 2 gars qui avouent avoir couché avec la même fille. Alors, c'est compliqué de savoir c'est qui le père. Et il y a un procès, et puis la tentation, on enferme Nicolas Lemoine, et puis la tentation est de condamner les deux à payer. Et finalement, je pense que oui, ils vont devoir payer pour entretenir tous les deux. Nicolas Lemoine, la poursuite a été, semble-t-il, commencée par la sœur de Nicolas, donc la demi-sœur de Catherine Lemoine, et Agathe de Saint-Père. C'était pour empêcher un mauvais mariage, mais peut-être qu'elle savait aussi que les filles, afin que cette fille avait un autre amant quelque part. Toujours est-il que quand il est en prison, il décide de céder une partie de ses droits sur les propriétés à une de ses sœurs, ensuite à un neveu. Il nomme Agathe procuratrice générale. Il part dès après la prison pour le Mississippi. Alors, puis je ne sais pas ce qu'il fait après, là, mais donc, voilà. Et donc, une fois qu'elle devient veuve, elle décide d'aller à Québec. Oui, bien, elle met quelque temps, parce que certains pensent qu'elle est partie tout de suite après, mais elle signe des contrats à Montréal jusqu'à vers 1740 à peu près. Et c'est des contrats de quelle Encore de nature? concession, la même Toujours chose. de Elle concession. continue. Ou alors, d'ailleurs, elle va commencer à répartir un peu les biens de la seigneurie. À une de ses filles, elle va concéder certaines parties. Sa fille va revendre ça très rapidement à quelqu'un d'autre. Son fils, enfin leur fils, et Jean-Baptiste René, le gardeur, était mort au combat. Alors, il y a une veuve quand même et des enfants. Et elle va leur céder des choses aussi. Elle commence un peu à organiser tous les trucs. Et puis, je ne sais pas tout à fait quand, mais elle donne des procurations autour de 1740. Alors, je dis, c'est peut-être l'époque où elle décide de s'en aller vers Québec, où elle a une fille qui a été... D'abord, 3 de ses filles sont des religieuses. Alors, il y en a une qui a été supérieure de l'hôpital général, de ce qui est l'hôpital général à Québec, qui accueille des pauvres, mais d'autres gens aussi, comme pensionnaires perpétuels, ni plus ni moins. Et donc, Agathe s'en va finir ses jours, là. Les conditions, c'est qu'on donne de l'argent aux pauvres, mais qu'on laisse aussi les biens qu'on apporte avec soi à l'institution pour que ça soit redistribué à d'autres. Est-ce que c'est ce qui Bien, va dans se son testament, elle dit, entre autres, qu'elle va... C'est fascinant parce qu'elle a 90 ans, là, en 1747, quand les notaires vont la rencontrer. Alors, ils disent qu'on la trouve saine d'esprit, etc., tout ce qu'il faut, assise dans son fauteuil. Et, alors, elle n'est sûrement pas très malade pour être assise dans son fauteuil. Et puis, elle dit ce qu'on trouve même dans les testaments de nos jours chez certaines personnes. Je recommande mon âme à Dieu à la très sainte Vierge. Je demande qu'on fasse chanter 600 messes basses pour mon âme, c'est-à-dire de mon mari et de mes parents. 600. Je ne sais pas ce que ça coûtait à l'époque. Là, Ouais. en fait, tout est relatif. Ici, des fois, quand on dit 5 ou 10, c'était quand même pas si pire. Alors, Peut-être ensuite... que c'était 600 simultanés.
Ah, il ne devait pas avoir assez de curieux pour ça. Alors, bon, et elle, ensuite, bon, elle dit, c'est son gendre, le mari de ses filles, qui va nommer exécuteur testamentaire. Elle a des legs particuliers, donc l'argenterie à une de ses filles. Et puis, elle dit les tableaux qui ornent sa chambre. Donc, ça veut dire que sa chambre, c'était peut-être un petit appartement où elle était, parce qu'elle a de l'argenterie, puis des meubles, et puis des tableaux, doivent rester dans la famille. Je cherche désespérément pour trouver un tableau qui la représenterait. J'ai vu quelque part un billet signé par un dénommé Michel Dessaillant, qui reconnaît avoir reçu 40 louis pour faire le portrait de Madame de Repentigny. C'est en 1701, la mère de Pierre, Madame de Repentigny, elle existe encore. C'est-tu celle-là? C'est-tu Agathe? Je n'en sais rien. Là, je vais mettre toutes mes connaissances dans les musées pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché dans des fonds quelque part. J'ai contacté l'Association des familles Le Gardeur et de Repentigny qui disent « Oui, on est au courant, on sait qu'il y avait ça, mais on n'a pas vu. » Alors, parce que ça m'aiderait beaucoup. C'est difficile de parler de quelqu'un. Quoique les peintures de l'époque sont assez grossières. En général, c'est comme pas aussi raffiné. Ou alors, ça ne les représente pas du tout. Il y aurait peut-être mis une perruque et des machins. Mais si on voit les Tarieux de la Naudière, par exemple, les madames ont leur sévère, quelque chose à la Corne de Saint-Luc, on a comme ça des images. C'est toujours... Alors, mais n'empêche, tu sais, la seule chose qui m'aide un peu à la caractériser, c'est que c'est la Hontan, je crois, qui vient et puis il dit sont grandes, sont bien faites, sont fortes, sont mieux à Montréal qu'à Québec, et puis ils ont la bonne vie, etc. Et il y a très peu de brunettes. Je me suis dit, si je la mettais rousse ou brun clair avec des yeux pâles, mais en fait, tu sais, je me dis, mais s'il y a très peu de brunettes, c'est une indication, au fond, que les ancêtres qui arrivent d'un pays où probablement que les gens n'ont pas les cheveux foncés. Parce qu'il en trouverait des... Mais c'est tout ce que... C'est tout ce qu'on a comme détail. Mais je peux dire qu'elle est déterminée, puis qu'elle est forte, et puis qu'on doit l'écouter quand elle parle, parce qu'elle est habituée à faire des échanges, puis négocier, puis... Mais tu sais, peux-tu dire qu'elle marche carrée ou pas, ou qu'elle est grande, plus que la moyenne, ou... aucune idée. C'est difficile à savoir. Est-ce que des femmes comme Agathe de Saint-Père, est-ce que vous pensez qu'il y en a eu plus qu'on le pense? Moi, je crois que oui, qu'il y en a eu plus. Mais on n'a pas... Tu sais, une femme élève là, 10, 15 enfants. Le mari est au champ, ou bien il est à la guerre, ou il a été tué, ou il est allé, je ne sais pas où. Ça prend quelque chose d'assez solide. On peut juste penser, là, ceux qui sont allés coloniser le lac Saint-Jean, l'Abitibi, qui sont partis puis qui ont débarqué là, sur le bord de la voie ferrée. Les femmes qui ont accouché dans le bois, qui ont élevé leurs enfants, quand le gars continuait de couper du bois dur pour monter une cabane. On vient de ce monde-là, là. Et il y en a sûrement plein. Et il y en a plein qui sont devenus, qui ont fait des affaires, qui ont tenu à bout de bras, soit l'Église, soit l'école, soit... Mais on n'en parle pas, parce que c'est pas... Puis on peut leur pardonner de ne pas avoir tenu de journal. Oui. Effectivement. Ils n'avaient peut-être pas le temps. J'aime à penser qu'il y en a qui sont cherchés un petit peu. Peut-être que les professeurs devraient donner ça, les historiens devraient donner ça comme devoir, surtout aux gars d'ailleurs, de leur dire, essayez donc de nous trouver une femme qui a fait quelque chose d'un peu particulier, soit dans votre famille, telle génération, ou dans telle région. Ça serait peut-être surprenant. Parce que les femmes qui ont tenu les fermes, là, on les appelait les fermières, là, puis l'UCFR, puis ce monde-là, là, ils en ont travaillé un coup pour tenir. Puis après ça, ils ont fait de l'éducation des autres femmes dans la paroisse. Elles n'avaient pas le droit de se présenter, elles n'avaient pas le droit de se faire élire, mais travailler en Vlimeux, par exemple, pour que quelqu'un soit élu et qu'il fasse quelque chose en dessous. C'est comme bien des députés. S'il n'y avait pas eu les femmes faire les sandwichs, faire du porte-à-porte, ils ne seraient pas là. Mais vous dites ça, mais... Vous me faites penser à une phrase célèbre de la femme de Lester B. Pearson qui disait « Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Il y a une femme étonnée. » Étonnée. Celle-là, c'est encore meilleur, effectivement. Derrière chaque grand homme, il y a une femme étonnée. Non, c'est encore meilleur. Mais donc, est-ce que vous avez trouvé
des documents qui permettraient de voir qu'il y aurait eu d'autres Agathe de Saint-Père, c'est-à-dire d'autres commerçantes, d'autres femmes qui avaient vous nous avez parlé, par exemple, de Mme de Ramsay, peut-être nous dire un mot sur elle, par exemple. Vous dites que vous l'avez trouvée moins sympathique, mais peut-être nous la présenter rapidement. Elle avait des séries sur la Rive-Sud de Montréal. Et puis, les affaires ont mal tourné, ou je ne sais trop. Là, ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis le nez là-dedans. Quand le gouverneur de Ramsay est décédé, Mme de Ramsay, mère, a continué. Elle avait des tuileries. Ça a fait faillite, ou je ne sais trop, ça a tombé. Voici des femmes qui, non seulement ont pris la relève des maris, mais ont décidé de faire quelque chose, pas juste laisser ça là ou passer ça à quelqu'un d'autre. Bon, dans les seigneuries, il y a quoi, la veuve Barbel, ou je ne sais trop, dans la région de Québec, qui paraît être quelque chose d'assez particulier comme caractère et qui tenait tête à plein d'affaires. Il semble qu'elle ait pris un amant. On n'en parle pas très souvent, mais, oui. Mais pour l'aider dans sa seigneurie. Mais je suis convaincu que si on regarde le moindrement, on va en trouver d'autres. C'est que les femmes sont muettes, ils ne sont pas là dans l'histoire, parce que c'était le nom... D'abord, c'est écrit par des hommes. On se retourne vers ce qui nous ressemble plus facilement. Et au-delà de ça, elles étaient plus discrètes, parce que la vie matrimoniale devait être difficile pour les femmes qui étaient un peu trop voyantes, probablement. Donc, à penser à Thérèse, elle a eu un mari en bas. Des fois, ça me... Le mari de Thérèse, je ne veux pas le comparer à Pierre, le gardeur, mais les deux ont laissé faire leur femme. Et Thérèse le dit je ne sais pas combien de fois. Il y a eu 2 hommes dans ma vie, mon père et mon mari, qui est un bien grand homme pour m'être laissé m'avoir permis de devenir ce que je suis. Alors, s'ils laissent faire, les femmes vont prendre les choses normalement, parce qu'elles donnent la vie, elles veulent assurer que la vie se continue, puis elles ne vont pas mettre en péril la vie des enfants. Et la vie des enfants, c'est la vie du patrimoine aussi. Au moins à cette époque-là. Alors, je suis convaincu qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas capable de vous mettre de nom parce que des fois, j'en passe, puis je peux commencer par me faire une pile de prochaines biographies. Mais il y a des travaux à faire pour essayer d'aller chercher et de mettre au jour la vie de ces femmes-là. Il y a Justine Lacoste-Beaubien, par exemple. Là. Oui. Elle était entourée de femmes assez extraordinaires. Donc, vous êtes l'un des biographes. Et l'hôpital Notre-Dame n'aurait pas existé si ça n'avait pas été des laïcs qui l'avaient parti non plus. Alors, on peut écrire sur Mme Thibodeau, puis 3-4 autres qui étaient là. On met leur nom comme des suffragettes, mais elles ont fait plein d'autres choses, au fond. C'est plus récent, mais si on va vers, je ne sais pas, vers 1800, on doit pouvoir en trouver aussi, sûrement. Eh bien, Nicole Forget, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Alors, les autres œuvres de Mme Forget, donc Chirief, Danser pour ne pas mourir, Justine Lacoste-Beaubien, donc l'hôpital Sainte-Justine, vous avez consacré une biographie à cette dame, et aussi Thérèse Casgrain, la gauchiste en collier de perles, quel beau titre. Et vous avez aussi publié le livre de la curatelle au curateur public, 50 ans de protection aux presses de l'Université du Québec. Donc, merci beaucoup et à bientôt.